direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Alain Bauer est notre invité. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Professeur de criminologie, auteur de ce livre au titre prémonitoire. Au commencement était la guerre, l'enfer qui nous attend, édition augmentée aux éditions Fayard, chose vue. À l'instant, Alain Bauer, on apprend que le Hamas annonce qu'il va libérer des otages étrangers dans les tout prochains jours. Évidemment, on ne va pas donner de faux espoirs à ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être de la famille qui est retenue en otage dans la bande de Gaza. C'est une guerre psychologique qui se mène en dehors de la guerre armée. En tout cas, la diplomatie continue pendant les combats, comme toujours. Dimanche, l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen, et l'actuel patron du Mossad étaient à Doha pour discuter avec les Qataris des conditions dans lesquelles des libérations pouvaient avoir lieu. Un premier échange de 36 otages n'avait pas réussi du fait des demandes exagérées et insupportables et impossibles que posait le Hamas à Israël. Là, nous sommes dans une deuxième phase. On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un otage étranger. Hein. Le Hamas explique que les binationaux ne sont pas vraiment des étrangers. Non, c'est assez compliqué dans leur tête quand on écoute les dirigeants politiques du Hamas qui viennent de nous expliquer, en reprenant la main des négociations, que l'idée que la branche militaire fonctionne toute seule et sans leur accord était un pur écran de fumée des 2 ou 3 premiers jours d'après les massacres du 7 octobre. Là, on est dans un processus où il y a une négociation qui continue imperturbablement parce que la question des otages pèse fortement, pas seulement en Occident, mais aussi en Israël, et qu'elle pèse fortement sur le gouvernement israélien, ce qui a expliqué une certaine forme d'incertitude, de doute et d'incohérence dans les postures à la fois de l'état-major, qui n'était pas tout à fait d'accord entre lui-même, et avec le gouvernement, et notamment le cabinet de guerre, qui hésitait entre la pression de l'opinion publique sur la libération des otages et le besoin de revanche, de vengeance ou d'éradication du Hamas. Les trois se sont mélangés pendant quelques jours, et donc l'hésitation entre incursion, on entre, on sort, invasion, on entre et on s'installe, occupation, on entre, on s'installe et on y reste. Et donc ces trois sujets restent aujourd'hui... L'option n'a pas été choisie encore. Non, toujours pas. Et en fait, les bombardements permettaient d'attendre de trouver une option. Ça a permis aussi d'éviter qu'une quarantaine d'otages soient ramenés vers Gaza et de les libérer, ce qui n'était pas tout à fait secondaire. Mais aujourd'hui, on est toujours dans cette hésitation permanente. Il n'y a pas de stratégie claire du gouvernement israélien, et mes collègues en Israël sont les premiers à souligner à quel point ils ont le plus grand mal à comprendre la logique de ce qui se passe. Alors, il faut savoir que dans une guerre, la stratégie, ce n'est pas un ouvrage dans lequel on part de la page 1 à la page 999 en suivant imperturbablement l'ordre. On change tout le temps de tactique, on peut faire des opérations, etc. Mais visiblement, la doctrine centrale d'Israël dans cette affaire, et surtout la doctrine de qu'est-ce qu'on fait après, qui est quand même le sujet essentiel, car je rappelle qu'après Al-Qaïda, on a eu, ce qu'on croit devoir appeler Al-Qaïda, on a eu l'État islamique, donc pire, après toute opération visant à créer les conditions d'une éradication d'un groupe terroriste, on a eu pire. Et donc il y a un problème d'après qui n'est pas résolu encore, malgré les efforts diplomatiques, là plutôt du président Biden ou des Occidentaux. En attendant, Alain Bauer, le terrorisme, le spectre du terrorisme pèse sur le monde entier et sur la France en particulier. Ce matin, il y a eu dans le métro une femme qui a fait l'objet de tirs de la part de la police parce qu'elle menaçait de tout faire sauter. Elle avait un voile intégral. Il y a un climat de psychose qui est en train de s'installer. Il y a des tags portant l'étoile de David qui ont été apposés sur un certain nombre d'immeubles. On est dans une installation d'un chaos ou pas dans notre pays ? En tout cas, c'est l'objectif. Il faut savoir que rien de tout cela n'apparaît par hasard. D'abord, la France a toujours été indirectement ou directement concernée par ce qui se passait au Moyen-Orient, depuis l'attentat de la rue Copernic en 1980, celui de la rue des Rosiers en 1983. Que la France soit attaquée à cause de ses positions, c'est le cas de l'immeuble Drakkar à Beyrouth, ou qu'elle soit attaquée à cause de ses populations, elle n'a jamais échappé en tant que pays à des répercussions de ce qui se passait au Moyen-Orient, à cause de sa posture internationale, de son histoire coloniale, de son mandat des accords Saïx-Picot. Enfin, on peut se rendre tout ce qu'on veut comme histoire. Nous n'avons jamais été épargnés par ce qui se passait. Deuxièmement, il y a une différence entre des attentats qui visent des populations et des attentats ciblés qui visent les Juifs. L'attentat de la rue Copernic, c'est contre les Juifs. L'attentat de la rue des Rosiers, c'est contre les Juifs. Et donc, il y a là une tradition visant à tenter de toucher la population juive française au nom de ce qui se passe en Israël, alors même que cette question ne se pose pas en tant que telle, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Donc oui, cette tentative de chaos généralisé, mais on l'a vu au Daghestan,
On le voit aussi dans ce qui se passe dans les universités américaines. Un avion israélien qui a été pris d'assaut par des milliers de... Quasiment, mais l'aéroport, lui, a été pris d'assaut. L'avion aussi, mais bon. Enfin, voilà. Et donc, il y a un état général qui vise à ce que, justement, sur l'événement en tant que tel, qui a été pensé, réfléchi, imaginé à Téhéran, qui est le seul gagnant de tout ce qui est en train de se passer et qui sera le gagnant à la fin. J'ai écrit un papier ce matin. Oui. Que c'est l'Iran qui va gagner, en tout cas, cette bataille. Mais quoi qu'il arrive, l'Iran sera le seul gagnant et tous les autres seront plus ou moins perdants. Il n'y a pas de gagnant. Il y a des morts, des milliers de morts israéliens, des milliers de morts gazaouis qui sont pris en otage par le Hamas lui-même, qui d'ailleurs de temps en temps explique. Vous avez une vidéo qui raconte, par exemple, par un dirigeant du Hamas, que les tunnels, c'est fait pour le Hamas et qu'il n'y aura pas de tunnels pour la population. Donc, on comprend bien la logique, d'ailleurs, c'est très cohérent, il n'y a pas de jugement moral. Mais c'est clairement dit. Et ce qui est fascinant, c'est d'ailleurs plus le Hamas dit ce qu'il est, comment il fonctionne et quelle est la logique de son fonctionnement, et moins on l'écoute et moins on le croit. Je veux dire, moi, je suis pour écouter le Hamas. J'ai écrit un livre un jour qui était « Les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire et nous faisons d'immenses efforts pour ne pas les croire ». Mais je confirme, ils passent leur temps à nous dire ce qu'ils vont faire. Le Hamas avait dit ce qu'il allait faire. Le Hamas s'est organisé, s'est préparé, à organiser des démonstrations sous les yeux des Israéliens, sous les caméras des Israéliens. Il y a eu un clip vidéo. Comment nous allons gagner la prochaine bataille contre Israël ? Rien. Personne n'a cru. Tout le monde a vu, personne n'a cru. Et donc c'est un classique, hélas. C'est un classique, hélas. Nous faisons d'immenses efforts pour ne pas les croire parce que nous fonctionnons selon nos propres critères. Nous les projetons sur les autres et nous pensons qu'ils doivent fonctionner comme nous. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai pour les Russes, c'est pas vrai pour le Hamas et c'est certainement pas vrai pour les Iraniens. Donc oui, sauf évolution invraisemblable mais toujours possible, toujours faire attention. Le seul gagnant de cette opération pour maintenant et pour le long terme, c'est l'Iran. Qui a réussi à finir les accords d'Oslo, éliminer les accords d'Abraham, pousser la rue arabe en racontant à peu près tout et n'importe quoi, notamment sur la vraie fausse roquette qui est tombée sur le parking et pas sur l'hôpital et qui sortait du djihad islamique et pas d'Israël, qui venait de Gaza et pas de Tel Aviv. Donc on sent bien qu'à force, la fin de la vérité, la déstructuration de la vérité, et malgré le travail que vous faites, par exemple, parce que d'information, de retour de l'information, eh bien, il y a là un enjeu global où l'Iran tire les ficelles, il ne faut pas les sous-estimer. Et on vient même de découvrir aujourd'hui à quel point il tire les ficelles en matière de désinformation cyber. Avant, ils étaient connus pour leur capacité à la destruction des outils informatiques et de Internet. Aujourd'hui, on comprend qu'ils sont très forts pour la manipulation, mais aussi pour le renseignement, et c'est grâce à ce renseignement, par exemple, qu'ils ont réussi, me dit-on, à débrancher l'ensemble des systèmes d'alarme israéliens au moment de leurs 49 percées du mur qui devait les protéger et qui ont montré les limites du fétichisme technologique. Le facteur humain, c'est toujours le plus important dans le renseignement comme dans l'antiterrorisme. Alain Bauer est l'invité d'Europe 1 et de CNews. Vous dites que l'Iran sera le grand gagnant de cette bataille. On ne parle pas de la guerre. Charmat, dans laquelle, évidemment, Vladimir Poutine joue un rôle aussi. Et on l'a entendu très récemment encore, Vladimir Poutine. Il a reçu le Hamas à Moscou. Il a signé son alignement. D'ailleurs, c'est assez logique. Tout ce qui permet le désordre et le chaos en Occident est bon à prendre jusqu'à ce que la question de ce qui se passe en Ukraine soit résolue. Mais pendant que nous parlons beaucoup, et à juste titre, de ce qui se passe à Gaza ou de ce qui se passe chez nous, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se produire en Ukraine sur 3 fronts. L'armée russe s'effondre doucement, en perdant des hommes comme elle n'en a jamais perdu et des blindés comme elle n'en a jamais perdu. Les Ukrainiens ont réussi à percer de l'autre côté du Dniepr et à étendre une poche de reconquête de cet espace. Et donc, il se trouve que pour l'instant, alors qu'on en parle de moins en moins et que tout le monde explique que la grande offensive a raté, alors la grande offensive rapide n'a pas réussi, mais l'offensive, c'est lent, c'est très lent, surtout sur ces espaces où les Ukrainiens et les Russes sont aussi résilients les uns que les autres et ont les mêmes techniques de combat, mais il se trouve que pour l'instant, les pertes russes sont sans commune mesure, y compris avec ce qu'elles étaient au début du conflit. Alain Bauer, est-ce qu'aujourd'hui, et pour en revenir à la situation en France, avec ces actes antisémites qui explosent, avec ces attaques, il y a eu l'attaque du professeur de français Dominique Bernard, on peut redouter une vague de terrorisme comme on en a connu dans les années 2015 ou 2016 ? C'est-à-dire des attaques coordonnées, projetées
ou depuis le sol national ou depuis l'étranger. Alors, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, mais pour l'instant, on a vu que les grandes attaques structurées et coordonnées exportées sur les territoires occidentaux n'étaient plus à l'ordre du jour parce que les services de renseignement font à peu près bien leur travail et ont commencé à être plus proactifs que réactifs. Avant l'attentat de Nice, il n'y avait eu que 5 opérations visant à empêcher un attentat. Depuis, il y en a eu presque 60. Donc, on sent bien qu'on a changé de niveau et d'organisation. Deuxièmement, il y a des tas de micro-attentats possibles. Ces micro-attentats peuvent être des tags, des insultes, des agressions, des menaces, voire même des attaques, mais on sent bien que ce sont des micro-attaques, des groupes limités à des individus ou des tout petits groupes, parfois avec des complices, comme on l'imagine chaque fois. Il n'y a pas de loup solitaire, ça c'est une invention pour justifier qu'on s'est planté. Mais en tout cas, on n'est pas dans les systèmes aussi structurés. Ceci posé, les Israéliens disaient exactement ça du Hamas avant le 7 octobre, et on a vu à quel point, sous leur nez, le dispositif a jamais été aussi sophistiqué, structuré, comme l'a été le Hezbollah dans le nord, dans le sud Liban et donc le nord d'Israël, au moment où il est considéré comme une bande de va-nu-pieds et où ils avaient pris, il y a une quinzaine d'années, ils avaient découvert que cette milice s'était transformée en armée. Donc il faut toujours être prudent. Mais pour l'instant, on est plus dans ces individus pris dans un mouvement déclenché parfois de loin, parfois spontanément. Il y a un problème dans la préméditation et la spontanéité, mais il y a effectivement un danger. Et quand vous avez 800 à 1000 actes antisémites, notamment commis par des étrangers, pas tous en situation régulière sur le territoire, effectivement, la position générale est d'être extrêmement prudent et de prendre beaucoup de précautions. Comment travailler sur la radicalisation des individus ? Rachida Dati évoquait ce matin le problème de la radicalisation en prison. Est-ce que quelque chose fonctionne pour éviter ces radicalisations ou pas ? Ou est-ce qu'on a tout essayé et rien ne fonctionne ? Alors, ça dépend où. Il se trouve qu'il y a, semble-t-il, un sujet qui fonctionne. Et c'est très curieux parce que je ne pense pas que ça soit importable en France, c'est la salafisation du djihadiste. Parce que la plupart d'entre eux sont des ignares du Coran. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas. Non. Et d'ailleurs, quand on a des discussions entre des docteurs de la foi ou des gens qui connaissent très bien les textes, Gilles Kepel ou quelques autres, on sent bien qu'on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont 3 lignes, 3 phrases, et l'idée qu'un prédicateur, dont un vient de se faire arrêter hier, je crois, dans le Sud, à Beaucaire, raconte dans leur délire, puisque ce n'est pas la parole du prophète, c'est une réinterprétation locale visant à faire croire tout et n'importe quoi. Et les écoles de savants expliquent ce qu'est la réalité, les divergences, des complications, des contradictions qui peuvent exister dans ce texte. Mais les Saoudiens, par exemple, et pas seulement, ont mis en place des écoles en disant mais le premier djihad est bien meilleur que le 5e, le djihad de la sagesse est meilleur que le djihad de la guerre. Et donc, en utilisant le Coran comme arme contre les fous de Dieu, contre ceux qui préfèrent la mort que la vie, en réutilisant la parole du prophète, ils arrivent à des résultats. Je nous vois mal en train de faire ça dans un État laïque, même dans nos prisons, même si je suis très favorable depuis toujours, depuis le rapport de Régis Debray, à ce que la culture, non pas de la religion, mais de la culture des religions, des peuples, des cultures qui sont autour de nous, des civilisations, soit utilisée pour empêcher la radicalisation. Et donc, c'est un enjeu absolument majeur que de ne pas ignorer ce qui se passe, mais de le confronter. La laïcité n'est pas une neutralité, c'est un acte dynamique qui nécessite d'y aller et pas de se cacher. Alain Bauer, merci beaucoup d'être venu ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Au commencement était la guerre, édition augmentée aux éditions Fayard, chose vue. Merci beaucoup d'être venu.